ça, je permets à tout le monde de se joindre tranquillement et je vais fermer la transcription. Hop, voilà. Good. Ben, on va commencer tranquillement. On a déjà pas mal de monde. Bienvenue. C'est un sujet très populaire, les fameux tableaux de bord. Euh, donc, pour ceux qui viennent souvent dans ces rencontres-là, vous savez un peu la formule. Pour peut-être ceux qui viennent moins souvent, l'idée, c'est d'explorer des éléments de B12, de fonctionnalité ou d'approche avec le renforcement qui peuvent être discutés en groupe. On vous donne aussi un peu nos trucs, nos astuces, des fois notre opinion sur certains éléments. Puis après ça, ben, on peut partager un peu ensemble de vos expériences et répondre à certaines de vos questions. Fait que la thématique est sur l'analyse des données dans les tableaux de bord de B12. Puis, comme petite agenda, c'est sûr qu'on a 45 minutes. On veut se garder un bon moment de questions-discussions à la fin. Fait que voilà ce qu'on propose, parler un petit peu de comment on approche l'analyse de données. Donc, un petit bout peut-être plus éditorial de mon côté pour commencer, pour pas tout de suite tomber dans le bout très là, terre à terre. Souvent avec B12, hein, tu sais, ça peut aller vite, là, on rentre dans l'outil, mais je veux qu'on fasse un petit pas de recul, de comprendre le pourquoi et le comment. Ensuite, parler d'une stratégie pour l'analyse de données. Puis ensuite, on va aller dans B12 décortiquer les tableaux de bord. Fait que si vous aviez vraiment des questions là, sur une statistique précise ou quelque chose dans les tableaux de bord, on va y aller, là, mais je garde ça un petit peu pour la fin pour qu'on se positionne bien comme il faut. Mais on va essayer d'aller assez rondement, là. Puis comme toujours, on est toujours disponible si ça vous suscite des questions additionnelles, vous voulez aller plus loin dans votre discussion. Puis des fois, c'est plus facile one-on-one. Contactez-nous, on est là pour ça. Écrivez-nous directement, écrivez un petit message dans support au besoin, puis on se rappelle, là, parce que des fois, ça va vite, puis on va peut-être passer sur un élément que vous auriez aimé vraiment explorer avec nous plus en détail. Fait que c'est comme une petite mise en bouche, puis une raison pour nous écrire après. On aime ça. Fait qu'on y va, on parle de données. Fait que bien sûr, la donnée, hein, c'est comme le big data. C'était vraiment à mode ce mot-là, il y a 5-10 ans. J'ai l'impression, le big data. On en entend un peu moins parler, mais l'idée que la donnée, c'est la ressource maintenant. Tout le monde veut de la donnée. Puis, on y échappe pas aussi dans notre domaine. Donc, l'idée, c'est qu'on veut de plus en plus aller vers l'analyse de données. Ça fait du sens. Là, on veut informer nos actions. Puis, c'est sûr que les gestionnaires, les CEO, les tops de vos business prennent des décisions basées sur des données dans plein de secteurs. Puis là, ben, l'apprentissage, la formation, c'est la même chose. Donc ici, c'est peut-être quelque chose que vous avez vu souvent, on le réutilise. Je pense qu'on l'a mis en intro dans comme 1000 présentations, mais le L&D Global Sentiment Survey demande aux gens c'est quoi la chose, le sujet chaud de l'année. Puis on voit ici l'analyse de l'apprentissage, les données d'apprentissage qui étaient en forte croissance, qui étaient rendues numéro 4 et c'est c'est ça, sur le bout des lèvres de plein de gens. Puis d'ailleurs, je pense que on le sait, vous n'entendez parler, les gens vous demandent de la donnée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut faire avec la donnée? Bon, maintenant qu'on se dit, oui, on veut faire de l'analyse de données, est-ce que ça nous surprend? Est-ce que ça nous déstabilise? Pas du tout, hein? Parce que l'évaluation, la donnée fait partie de notre modèle de conception, notre fameux modèle ADI, où on fait une analyse de besoins avec notre population, on design une solution d'apprentissage, puis on va faire l'évaluation de tout ça. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, l'évaluation, il était comme en une cinquième patte, là. Il y a quand même le chiffre 5 dans le milieu, mais au lieu de le mettre comme vraiment dans la boucle, comme entre l'implantation puis la reanalyse, dans les nouveaux modèles, bien, on le met au centre puis on dit qu'on fait toujours de l'évaluation en continu.
c'est super le fun à dire, ça, qu'on fait de l'analyse toujours en continu, là, mais encore, là, ça, je trouve que des fois, ça s'opérationnalise comment, finalement, puis ça, c'est le bout où B12 la porte. Puis l'évaluation qui vient un peu soit à la toute fin ou en continu, ça n'arrivera pas par magie, malheureusement. Là, c'est pas quelque chose qui va vous tomber du ciel. Faut le planifier. Faut avoir cette intention-là d'évaluer dès le départ, dès notre projet, dès notre analyse de besoin. Oui, c'est quoi le besoin, mais c'est l'analyse aussi du contexte, puis des besoins en données, puis des besoins en décision. Et si l'évaluation ne fait pas partie de notre design, si on n'a pas planifié ces éléments de mesure-là, ben on va arriver à la fin, le numéro 5, on va se dire, bon, maintenant je vais évaluer, mais c'est quoi les données que je me suis mis en place durant mon programme? Fait que là, je prêche pour ma paroisse. J'espère qu'il y a plein de gens qui disent, ben oui, c'est ce qu'on fait. Mais c'est comme un bon rappel. Puis ça amène un petit peu le point de se dire, si on le considère à la fin, où on se dit que ça va arriver un peu comme par magie, puis on va le faire en continu, puis on va voir les données arriver, mais on est un peu dans cette posture passive que j'appellerais, où on est un peu, puis ça revient au big data, là, où il y a de la donnée, il y a une marée de données, il y a une nappe phréatique de données qu'on va exploiter. Puis là, on va regarder cette donnée-là, puis on va se dire, qu'est-ce que je vois? Que disent les données? Puis là, les gens vont dire des choses comme, j'aimerais ça que les données me parlent. Puis, je comprends que la donnée doit être comme facile à interpréter, doit nous donner des indicateurs, des insights en bon français. Mais si on est comme ça un peu à recevoir cette donnée-là, puis qu'on n'avait pas vraiment planifié notre intervention avec la donnée, ben ça nous aide pas, puis on espère que la donnée elle a quelque chose à nous dire qui va nous sauter un peu d'en face. Mais on se met dans une posture passive. Ça marche des fois, là, cette posture-là. Mais ce que j'aime mieux, c'est d'aller vers une posture active, fait que d'être pas la personne là, qui est devant les grands, vastes tableaux de bord, mais une approche un petit peu plus scientifique, un petit peu plus basée sur, c'est ça, comme le processus par exemple, un scientifique pourrait faire de dire, j'ai des hypothèses, je fais des actions, je fais une expérience, et ensuite, je vais utiliser les données pour répondre à mes questions et valider mes hypothèses. Parce qu'un scientifique, là, il ne fait pas comme répandre des affaires dans son laboratoire, ramasser de la donnée, puis après ça, il va dans le lendemain dans son laboratoire, il dit bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ça est arrivé, là, des découvertes comme pénicilline, etc., là, qui étaient comme un peu par hasard. Mais c'est pas comme ça. Là, on se promène pas dans le laboratoire en se disant, ben, il y a plein de données, puis là, qu'est-ce que ça me dit? Non, j'ai une sorte d'expérimentation que je planifie, j'ai des questions, j'ai des hypothèses, je me planifie ma collecte de données, puis je vais utiliser les données pour venir répondre à mes questions et répondre à mes hypothèses. Donc, je suis très proactif et actif par rapport à ça. Fait que c'est pour ça que je nous amène ici, parce que ça veut dire que le tableau de bord puis les données qu'on a, ça vient pas mal après. Il y a beaucoup de travail qu'il faut faire avant d'aller voir dans les tableaux de bord. Donc, on veut planifier qu'est-ce qu'on veut y trouver finalement, pour que quand on regarde, on a une loupe spécifique sur des éléments auxquels on s'attend à voir des choses. Puis là, ben, on va voir. Là, la donnée, elle va nous parler. Elle va nous répondre oui ou non à notre question. Ou peut-être. Fait que c'est un peu la question dans le fond. Puis moi, j'aime beaucoup commencer avec ça. Au moment de l'analyse, là, au moment du besoin de formation, on a un besoin de formation, on veut former les gens. OK, c'est quoi, les questions auxquelles on va répondre? C'est quoi nos hypothèses? Puis quand on pose les questions, souvent, les hypothèses sont là, hein. On pense qu'ils n'ont rien compris. On pense qu'ils ne sont pas bons. Au sens, ils sont très bons, puis on n'a pas besoin de cette formation et tout ça. Donc, c'est vraiment de se dire, si on avait une baguette magique, notre baguette magique, ben, ça va être B12, là. Mais les tableaux de bord vont être notre baguette magique, mais qu'est-ce qu'on voudrait savoir? Puis de vraiment activement se poser cette question-là
avant même de concevoir notre solution, puis pouvoir planifier ces réponses-là dans notre stratégie. Fait que c'est sûr que c'est toujours un peu intimidant là, de se faire poser cette question-là, surtout mettons, je suis un gestionnaire ou je suis quelqu'un qui fait partie d'un projet, puis là, je dis, ben, qu'est-ce que tu veux savoir? C'est quoi la baguette magique? Fait que c'est sûr que nos questions peuvent être influencées par tous nos beaux modèles qu'on a derrière, puis tu sais, ça, je passe pas plein de temps là-dessus, mais dans le fond, notre baguette magique, on veut aller mesurer nos facteurs de transfert de connaissances, bien sûr. Il y a aussi notre fameux Kirkpatrick derrière, nos niveaux et tout ça. Mais quand on planifie ces questions-là d'avance, on se dit, ouais, j'aimerais savoir, est-ce que l'apprenant y a compris? Est-ce qu'il s'en rappelle de ce qu'il a appris? Est-ce qu'il est motivé à utiliser cette nouvelle connaissance-là au travail? Est-ce qu'il, s'il ne sait plus comment faire, est-ce qu'il y a du soutien? Est-ce qu'il y a du soutien dans sa transformation? Est-ce qu'il se met en action avec les nouvelles connaissances, etc. Fait que, tu sais, on pose sous forme de questions, dans le fond, où on va aller identifier est-ce que mes facteurs de transfert sont présents? Est-ce que mes leviers de la performance, de la formation sont présents? Fait que je ne vous apprends absolument rien avec ça. C'est toutes des choses que vous avez déjà. C'est comme si je nous force juste à faire quelques pas de recul dans notre stratégie d'analyse, finalement. Est-ce que ça fait du sens toujours pour tout le monde un peu à date? C'est rien de nouveau, là. Je prétends absolument pas. C'est tous des modèles que vous avez. Ici aussi, on pourrait juste dire c'est quoi le niveau de satisfaction des apprenants niveau 1, 2, 3, mais on se pose ces questions-là. Là, ça va être beaucoup plus facile d'aller voir notre tableau de bord par la suite pour pouvoir répondre. Est-ce que l'apprenant a compris? Oui, non, peut-être. Et ici, on va aller chercher ces réponses-là. Donc, bien sûr, pour trouver les réponses, ben là, on arrive avec B12, avec notre stratégie, on fait notre design. Les possibilités sont énormes, là. Il y en a de la donnée qu'on est capable d'aller chercher et colliger. Je ne veux pas rentrer trop dans ce détail-là de comment vous connaissez ça. On a présenté déjà ce tableau-là dans d'autres présentations. Mais, tu sais, on va aller bien sûr chercher notre niveau de connaissance, de confiance, le niveau de motivation. On peut aller chercher avec des questions de sondage, le niveau de readiness, le niveau de support, la mise en action avec nos activités pratiques. Mais là, c'est là où on devient un petit peu étourdi. Entre de se dire, OK, ouais, là, j'ai une baguette magique, je vais avoir des tableaux de bord, j'ai toutes ces possibilités-là. Fait que comment est-ce qu'on s'organise finalement, là, puis comment est-ce qu'on n'en échappe pas? Parce que ce qu'on ne mesurera pas, puis ce qu'on n'aura pas mis dans notre programme, ben on n'aura pas la réponse là, par après. Ça va être dommage parce qu'on va aller voir notre tableau de bord, on se dit, ah, j'aurais vraiment aimé avoir la question, lequel de mes équipes a besoin d'un coach? J'ai juste un coach, j'ai 4 équipes. Quelle équipe le coach va aller aider? Ben, OK, si ça va être ma baguette magique, c'est ce que je veux. Bon, ben là, aider dans quel sens? Est-ce que c'est les connaissances? Est-ce que c'est la pratique? Puis je vais être capable d'aller le planifier. Fait que c'est un peu ce que je veux vous proposer avec la stratégie de collecte et d'analyse de données, quelque chose à préparer un peu plus d'avance. Fait que la première étape, souvent, c'est que on pense à nos données, puis là, on se rend compte que, ouais, il y a des données qui sont intéressantes pour nous en tant qu'équipe de formation. Il y a des données qui sont intéressantes pour les gestionnaires. Puis là, on mélange un peu tout ça. Tu sais, dans le fond, ici, on a un tableau, puis c'est comme unidimensionnel, là. On a de la donnée, puis là, on le sait, dans B12, on pourrait la partager avec différentes personnes. Fait que le premier cadre pour s'aider à s'organiser, c'est vraiment qui va utiliser la donnée et la donnée en soi, toute seule, elle fait rien, elle nous aide à prendre des décisions stratégiques. Donc, en regardant notre public cible ou tu sais, la personne ou le groupe qui va utiliser la donnée, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi eux, leurs besoins de baguette magique, puis
quelle décision ils prennent finalement avec ça. Tu sais, je vous parlais de le contexte où, par exemple, j'ai juste un coach, mais j'ai trop d'équipes. Bien, là, une décision à prendre, ça va être, OK, le coach va se concentrer sur qui? On a des ressources limitées. Bien, quelles ressources on va venir mettre en place. On veut faire des aides à la tâche, mais là, on ne peut pas en faire 50 000. On veut faire 5 aides à la tâche, mais on ne sait pas sur quoi vraiment, quelle tâche qui serait la plus importante, etc. Il y a l'équipe de formateurs qui se demande, ben, est-ce que nous, notre formation, est-ce qu'on l'a bien donnée, est-ce que tout est clair, etc. Fait que l'organiser par groupe, et puis, par type de décision, puis là, c'est pas hyper détaillé ici parce que, comme je vous donne des exemples un peu bidons, là, mais dans vos projets, dans vos organisations, vous le savez, c'est quoi les décisions, vous pouvez poser les questions. Les gens qui vous disent, moi, j'aimerais savoir de la donnée. Ah ouais? Pourquoi? Quel type de décision tu attends à faire avec ces données-là? Puis ils vont me dire, ben ouais, c'est parce que là, on a trop de projets, il faut prioriser ou on a telle chose. Puis c'est ces réponses-là qui vont être vraiment intéressantes. Fait que là, vous voyez, là, je vous amène un peu quand même loin des tableaux de bord pour l'instant, mais c'est parce qu'après, avec cette lentille-là, ça va être comme pas mal plus facile de regarder qu'est-ce qu'on voit. Fait que c'est un premier cadre. Puis après, là, c'est très méthodologique, très cartésien comme approche, des choses que moi j'adore. On va se faire une stratégie de collecte et d'analyse de données. On a l'impression d'être de retour à l'université, puis de faire un petit projet de recherche, s'il y en a certains d'entre vous qui ont fait des petits projets comme ça. Mais faut juste planifier d'avance, ben, qui analyse la donnée. Fait que là, j'ai même mis, tu sais, un petit peu plus de détails que mon tableau de tantôt. Tu sais, j'ai mon apprenant, lui, pour avoir accès à de la donnée. J'ai mes gestionnaires. Si j'ai des coachs ou des experts ou peu importe, si j'ai un projet spécifique dans lequel il y a des gens qui gravitent un peu dans ce rôle-là d'accompagner les apprenants. J'ai les formateurs, j'ai les concepteurs. Puis là, c'est peut-être tout petit pour vous, je ne sais pas si vous voyez bien, mais de toute façon, c'est un exemple parce que c'est votre connaissance en tant que concepteur responsable du projet. Vous allez être capable de remplir ça. Puis il n'y a pas de bonne, mauvaise réponse là-dedans. Là. Fait que j'ai mis comme un peu des exemples de questions que la personne ou d'hypothèses qu'ils veulent aller valider. Des exemples de ça serait quoi finalement, dans le fond, l'indicateur pour venir répondre à cette question-là. Ensuite, on le mesure comment? Puis, pas oublier, c'est bien beau le mesurer, mais c'est quoi notre stratégie pour le rapport et le monitoring de tout ça? Parce que oui, ça peut être de dire, ben, vous avez accès dans les tableaux de bord de B12, mais on peut aller plus loin, dire non, ça va être quelque chose qu'on va discuter en live, en personne, une fois par semaine, on se book un 15 minutes Scrum, on regarde les données ensemble, on en parle, etc. Fait que ça, de le planifier d'avance, de se dire, ces personnes-là, on va leur faire un résumé des faits saillants, etc. Fait que, mettons, dans mon exemple ici, l'apprenant, il se demande, ben, j'ai-tu bien compris ma formation? Puis, tu sais, est-ce que je m'en souviens bien? On veut qu'il soit capable d'analyser son niveau de connaissance des confiances par sujet. Bien, on fait ça par des séquences de renforcement. Puis, oui, il va avoir accès à son tableau de bord en continu, mais on va vraiment forcer la discussion ou stimuler la discussion avec un coach. Là, j'invente parce que c'est pas toutes vos vous n'avez pas toujours des coachs, mais ça peut être le gestionnaire, ça peut être le formateur. Mais on se dit non, ça va faire partie de notre gabarit de rencontre en one-on-one avec ces gens-là, d'aller voir dans les tableaux de bord. Tu sais, on en parle souvent, là, puis je parle avec pas mal tout le monde ici. Puis on se dit, ben ouais, ça va pouvoir faire partie de ces discussions-là. Fait que après ça, bon, c'est quoi les outils qu'on donne au coach pour guider sa discussion, etc. Mais il faut comme un peu le planifier. Fait que ça nous aide à un peu mettre au plat toute cette stratégie-là de est-ce que je vais avoir les bonnes activités dans mon programme B12 pour aller répondre à mes questions? Si je n'ai pas mis de séquence de renforcement dans mon programme, je n'aurai pas la réponse. Est-ce que j'ai bien compris la formation, etc. Donc, il faut planifier un peu tout ça en conséquence pour être capable de venir le mesurer. Le gestionnaire, on peut lui donner les données de son équipe pour qu'il sente, est-ce que mon équipe est prête? Est-ce que j'ai besoin de, tu sais, s'ils font des messages d'équipe une fois par semaine,
Puis lui, il se demande, la décision qu'il a à prendre, là, c'est quoi que je mets dans mon message de la semaine à l'équipe, dans mon briefing? Ben là, il va pouvoir utiliser l'information dans B12 pour lui dire, ah, je vais faire des rappels sur tel sujet parce que je vois que ça, c'est moins bien maîtrisé. Fait que, tu sais, c'est quoi sa décision? C'est quoi qu'il va faire avec ces données-là? Le coach aussi, le formateur, le concepteur. Fait que vous voyez un peu l'idée, c'est simplement une suggestion d'outils, puis ça, c'est vraiment là, une façon de faire, mais vous avez sûrement vos façons, vous le faites peut-être déjà de d'autres façons, etc. Mais si c'est pas formalisé, je pense que des fois on le fait un peu implicite, là, on s'en parle, puis on se dit, ah oui, on va le faire comme ça. Mais si vous mettez sur papier vos stratégies, la stratégie B12 de renforcement, d'avoir une espèce de tableau comme ça, juste pour qu'on soit tous alignés, puis qu'on soit d'accord. Puis entre autres, comment on va rapporter. Puis dans mon exemple ici, par exemple, les gestionnaires, on peut se dire que là, ben, on va leur faire un petit rapport de faits saillants qu'on va leur envoyer une fois par 2 semaines, des choses comme ça. Donc, oui, il y a peut-être l'accès au tableau de bord en tout temps, mais tu sais, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Mais si on le planifie, mais on le voit venir un peu dans notre projet. Fait que je fais une petite pause ici. Est-ce que cette approche-là fait du sens pour vous? Est-ce que, avant de tomber dans les tableaux de bord pour se dire qu'est-ce que je vois, ben, d'avoir cette lentille-là, de se dire, ben là, qu'est-ce que je vois? C'est parce que je veux aller chercher ma réponse. J'ai une question ici, je vais aller voir dans le tableau de bord, c'est quoi ma réponse? Ça fait-tu du sens? Réaction, JP, il y Il a y a le plein de goût. pouces. Ouais, moi, je Oui. voulais réagir, Julie, parce que j'ai tout le temps une réaction. Tu sais, souvent, quand on va présenter, puis j'ai fait la conférence au sommet sur les indicateurs, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de possibilités. Puis là, tout le monde est comme, ah, c'est beaucoup de choses qu'on soit. Puis le premier point, là, il faut vraiment trouver une façon, puis après ça, on va tomber dans les tableaux de bord, mais de simplifier un peu ce qu'on veut aller chercher. Puis des fois, c'est une chose qui va avoir un impact sur nos dirigeants. Euh, Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Des fois, ça peut être un indicateur, deux indicateurs. Puis, tu sais, faut pas oublier, dans le fond, ce qu'on vient chercher avec B12, c'est des mesures qui nous permettent d'avoir ces fameux indicateurs-là. Fait que, tu sais, puis tu l'as bien dit tantôt, Julie, là, c'est pas vrai qu'on peut aller partout. Fait que, dépendamment de ce qu'on va chercher au début, ça va avoir un impact. Mais le premier point dans tout ça, il faut comme trouver une façon de simplifier puis d'aller vraiment chercher ce qu'on a besoin. Je ferais peut-être une aparté tantôt, Julie, parce que il y a une autre chose aussi que je me suis fait poser comme question qui est au niveau de la taxonomie de Bloom, qui est utilisée à profusion un peu partout. Puis je veux l'amener parce que souvent, elle vient un peu débattre les tableaux de bord puis une panoplie de choses. Fait que tantôt, on se prendra 2 minutes, là, je veux juste faire un point là-dessus, puis ça pourrait être une discussion après. Fait que j'arrête là, excuse-moi, mais je ne pouvais pas m'empêcher de dire qu'il faut trouver une façon de simplifier, puis on va l'amener avec les tableaux de bord, c'est sûr et certain. Je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas parler, Ben c'est ça. oui. Non, c'est bon. Ça me permet de rouvrir mes affaires aussi. Puis c'est toujours, on se complète là. Vous travaillez avec nous, vous le savez, moi puis JP. On dit la même affaire tout le temps, mais chacun de sa façon. Voilà. Fait qu'on va aller voir dans les tableaux de bord. Fait que, tu sais, un peu en regardant ces questions-là, mais comment est-ce qu'on trouve nos réponses dans les tableaux de bord? Puis j'adore le point de Jean-Philippe de garder ça simple. Puis d'ailleurs, c'est un peu ça, je l'ai mis dans mes slides, mais juste pour pas l'oublier. Puis je vais commencer un peu avec ça. Dans le fond, les tableaux de bord, là, il y a beaucoup d'informations. Puis il y a deux choses que je vais repartager plus mon écran B12. Deux trucs à savoir, des choses que vous pouvez ajuster là. Puis ça peut permettre de focusser notre zoom, notre œil sur la bonne chose. C'est qu'on peut ajuster qui voit quoi dans les tableaux de bord et les fameux barèmes de couleurs. Là, je le dis pour ne pas l'oublier, puis après ça, je repasse ici. Donc, pour un peu atténuer l'effet qui peut faire beaucoup de données. Qu'est-ce que je vois? Puis, bon, mais j'ai ma liste de questions que j'essaie de répondre, mais quand j'arrive dans le tableau de bord de mon programme, là, tu sais, j'ai plein, oups, c'est pas le bon, j'ai plein de données, j'ai plein d'indicateurs, puis là, ben ça, ici, ça me dit quoi, puis tout ça, mais est-ce que ça m'aidait à répondre à ma question? Tu sais, donc, une des choses, puis on l'a déplacé les paramètres. Fait qu'on peut se dire que pour les apprenants, tout ce qu'on veut qu'ils voient, c'est les indicateurs par sujet.
C'est ça qui est important pour eux. Puis on veut juste qu'ils focusent à s'habituer à lire ça pour commencer. Mais on peut venir ici dans les paramètres. Fait que c'est en haut ici, ça a été déplacé. Avant, c'était dans le studio, dans le setting, dans les configurations du programme. Puis ici, vous avez vos rôles dans B12. Donc, si vous êtes concepteur et vous n'avez jamais eu vraiment à jouer avec ces rôles-là parce que c'est d'autres qui s'en occupent, mais sachez quand même que ça, c'est important de savoir que vous pouvez jouer qui voit quoi. Donc, mon apprenant, je pourrais me dire, ça va bien trop le mêler. Puis j'en parlais hier avec quelqu'un justement, puis on se disait, c'est ça, peut-être c'est juste les indicateurs par sujet. On enlève tout le reste du bruit, la variation dans le temps, parce qu'on joue avec le niveau de difficulté, puis tout ça, ça fait vraiment beaucoup d'infos. Et on lui donne juste ce tableau-là. Peut-être le gestionnaire, on veut lui donner juste les cas pratiques dans le temps, fait qu'on enlève toutes les autres choses, etc. Des fois, les sondages, on a des questions qu'on se dit, le formateur ne devrait pas voir ces réponses-là. On ne peut pas le faire par sondage, malheureusement, mais on peut se dire ici, je ne voudrais pas que le formateur voit les réponses au sondage parce que, dans le fond, on veut consolider les informations avant qu'il les voit. Peu importe. Vous avez toutes vos bonnes raisons là, pour afficher ou mettre les tableaux de bord comme vous voulez. Fait que ça, c'est toujours dans les paramètres, puis vous pouvez toujours venir le rechanger par la suite. L'autre aspect, on voit nos fameuses couleurs jaune, vert, rouge. Ça, les couleurs sont basées sur des barèmes, puis on voit les petites découpes là. Donc ici, je devine que c'est à 60%. Donc en bas de 60%, je vais être dans le rouge. Entre 60 et 80, je vais être dans le jaune, puis 80 et plus, je vais être dans le vert. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai pour tous les programmes. Puis des fois, le message que ça peut envoyer, de dire, ouh, comment ça, je suis dans le rouge, mais tu sais, j'ai eu la moitié des bonnes questions, puis on voudrait que ça soit bien correct. Puis ça influence aussi toutes les pastilles partout. Ça aussi, ça se modifie. Ça, c'est par exemple, c'est encore dans le programme. Donc, vous retournez dans votre programme ici et c'est dans la configuration. euh, Quand on le fait la première fois, quand on crée un nouveau programme, c'est tout de suite là, mais ces configurations-là sont ici. Et on a le panneau configuration. Puis, tu sais, on le voit, puis on ne sait pas trop ce que ça fait, là, ça ici, performance minimale et à atteindre, mais c'est les couleurs dans les jauges. Donc, si je viens mettre ça beaucoup plus haut ou plus bas, par exemple, tu sais, je voudrais que le minimal, donc je tombe dans le rouge quand je suis à 40, puis à atteindre 60. Je serais satisfaite si 60% des bonnes réponses, mais je vais venir sauvegarder. Puis, dans le fond, je retourne dans mon tableau de bord et ça devrait, ouais, si je fais un refresh, tadam, ça va être vert, oui. Prends une chance. Donc là, oh, c'est pas la même look du tout. Donc, selon la formation, si c'était des médecins qui ont à m'opérer demain matin, je ne mettrais pas dans le vert ces résultats-là. Je mettrais 99,9% pour avoir le vert et je mettrais rouge à partir de 92, je ne sais pas. C'est un feeling. Donc, ça dépend vraiment du programme. Vous le savez selon aussi qu'est-ce qui est l'attente, le type de questions, la tâche, la criticité, les erreurs. Donc, tous ces éléments-là qui nous permettent d'analyser. Est-ce que ce sont des erreurs catastrophiques? Bien là, on va vouloir être plus haut. Si c'est pas si grave que ça, c'est du renforcement plus pour du compliance où il y a plein d'autres choses à l'intérieur qui sont moins critiques, ben on peut jouer. Oui, Jean-Philippe. Julie, Oui. non, je voulais juste ajouter, puis ici, il faut vraiment briser un gros paradigme qui est important, c'est qu'on n'est pas à l'école. Fait que ça, c'est un point que tout le monde à date ramène souvent, le fameux 60%, tu sais, qu'on passe ou qu'on passe pas, puis on n'est pas dans cette philosophie-là du tout. C'est plus facile, évidemment, de mettre des pourcentages, c'est clair, c'est net. Mais ça se peut que dans certains programmes, à 40%, parce qu'on a des nouveaux, il n'y a pas de connaissances préalables, il y a vraiment une structure qui est complètement différente. Les sujets de connaissances sont complexes.
que le 40% soit excellent. Ça se peut. Fait que Ouais. faut vraiment prendre, dans le fond, le contexte. Julie parlait des médecins, c'est un super exemple parce que tu veux pas, tu veux être à 100%. Puis l'autre dernier point que je dirais, souvent, ce que je vois, les gens ne sont pas assez sévères un peu dans cette attente-là. Il faut que l'attente soit fixée sur la vraie vie et non pas sur un résultat comme pour faire plaisir. Fait que ça aussi, c'est super important parce que dans la vraie vie, quand ils vont tomber dans les lignes, dans les opérations, ben, c'est là que le vrai chiffre va être important. Fait qu'il faut qu'il y ait vraiment une adéquation entre ce chiffre-là et ce qui se passe dans les opérations. Excellent. Puis, tu sais, c'est la même chose, ça va suivre ici. Tu sais, dans les activités pratiques, c'est exactement le point, là. Tu sais, c'est pas des notes de passage, là. Puis mais c'est drôle parce que nous, ça fait quoi, 6 ans, 7 ans qu'on baigne dans B12. Fait qu'on l'a plus, ce réflexe-là du 60%, je coule, là. Tu sais, je vois des chiffres, mais je le sais que, tu sais, on a été drillé 20 ans de notre vie, là, à voir les chiffres comme des notes de bulletin, là, à plus. Fait que, ouais. Fait que ça va aussi changer les paramètres dans les activités pratiques, etc. Fait que à garder en tête pour pouvoir que ça affiche les bonnes choses. Là, pour se garder assez de temps, parce que je le sais que il y a peut-être des gens qui voulaient revoir un peu vraiment les tableaux de bord, les mécaniques, comment c'est calculé derrière, puis s'assurer d'avoir la bonne compréhension. Un petit truc, en général, il y a des petits points d'interrogation. Si vous n'avez jamais vraiment pris le temps de lire ou de mettre votre souris là-dessus, ça donne quand même une petite explication de comment c'est calculé. Euh, donc, je vais y aller vraiment des choses de base, puis c'est peut-être déjà connu, mais c'est bon, on les passe en rafale si ça va trop vite. Activité complétée, là, ça, une activité dans B12, c'est une page dans B12, donc soit une question, une page avec une vidéo, une explication. Donc, chacune des pages dans B12 est nommée une activité. C'est comme dans le studio, dans le fond, il y a un parallèle, là, les mêmes mots sont utilisés. Fait que quand vous faites créer une activité, ben ça, c'est une activité. Fait que c'est sûr que là, je vois pour l'ensemble de mon groupe ici, 572, ça veut dire 572 activités complétées, les séquences, bien sûr, puis le temps cumulatif, ça va être sur tout le monde. Ensuite, le niveau de connaissance ici, ce qui est quand même important de savoir, c'est que en fait, les 3 jauges qui sont là, c'est la moyenne totale de tous les éléments dans le programme. Ce qui veut dire que le 75% ici, c'est la moyenne depuis le début et non la performance la plus récente finale. C'est pas où on est rendu, mais c'est ce qu'on a accumulé depuis le début. Donc, c'est assez important parce que c'est sûr que ça va augmenter, mais mettons que ça a commencé très bas. Puis dans mon exemple ici, on a commencé à 50 et on termine à 86. Mais là, tu as la moyenne globale. C'est comme si B12 avait été un gros examen, puis on prend vraiment à plat toutes les questions, bonne, mauvaise réponse, puis on fait une moyenne de tout ça. Donc, c'est important si on voit ça, de ne pas se dire, ben, on est rendu à 75, mais en moyenne dans tout mon programme de renforcement, mais la finale, c'est pour ça que ce graphique de tendance-là est quand même intéressant. Je dois dire que, tu sais, c'est des choses qu'on sait qu'on veut améliorer là, bientôt là, pour être capable de peut-être mieux afficher le fait, tu sais, qu'on est rendu à 86, mais que la moyenne, c'est 75. Mais bon, à garder en tête. Euh, L'autre aspect, le fameux niveau de confiance, puis là, je vais switcher sur mon PowerPoint parce qu'on a quand même beaucoup de questions, puis c'est sûr qu'on apporte une variable qu'on n'était pas habitué d'avoir avant en formation, le niveau de confiance. Ça fait du sens. Jusqu'à temps que tu te poses un petit peu plus de questions. Oui, mais on fait quoi avec ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je cherche mon PowerPoint, je l'amène ici. Voilà, notre fameux niveau de confiance, là, vous savez, les petits bonhommes sourire en dessous. Donc, c'est sûr que nous, on transforme ça en pourcentage pour faire l'adéquation. Pourquoi c'est important? Bien, le niveau de confiance va t'indiquer est-ce que tu es sûr de ta connaissance ou pas, puis c'est ça qui fait les hésitations ou si tu passes à l'action ou pas. Tu sais, si je ne suis pas confiante de ma réponse, puis là on pense dans B12, il n'y a aucune conséquence, mais dans la vraie vie, je vais peut-être vraiment pas oser faire l'action ou la tâche parce que je suis bloquée. Fait que pour bien le représenter, je ne sais pas si vous voyez bien, là, désolée, je ne suis pas en partage, mais
Ça fait un cadran avec 2 axes. Fait qu'on a notre niveau de connaissance en bas. Donc, plus je suis dans le coin ici, moins je connais le sujet parce que ça, c'est vraiment basé sur les bonnes, mauvaises réponses et mon niveau de confiance. Et donc, si je suis vraiment dans le vert, ben, j'ai les deux bien alignés, c'est ça qu'on veut. Si j'ai... Ah, c'est inversé. Il y a une erreur ici. Excusez, on fait comme ça paraît pas. C'est pour ça qu'on est live. Si je suis très confiant... Ah non, c'est l'inverse. Ah, il est à l'envers. J'ai pas bien validé. On va y aller, on va enlever ça ici. Et on va se dire, si j'ai une très bonne connaissance, mais très peu de confiance. C'est bon, je l'avais. Donc, j'ai des incertitudes. Dans le fond, je le sais, mais j'hésite. Et ça, c'est dommage parce que ça, c'est une perte d'efficacité de votre côté. Ça veut dire que les gens, ils l'ont, la connaissance. Ils ont bien compris, ils ont eu la formation, on a fait notre job à un certain niveau, mais il y a encore des hésitations qui arrivent. Puis ça, c'est des appels aux experts. Puis ça, vous le voyez, là, tu sais, des gens qui demandent encore les béquilles ou qui demandent encore d'autres formations, mais ils le savent, mais on a l'impression de leur répéter pour des choses qu'ils ont déjà eu maîtrisées. Ça se mesure beaucoup en tickets TI pour certains systèmes, par exemple, où dans le fond, c'est juste, oui, oui, ça fonctionne bien, tu l'as bien fait, ah, je voulais juste valider et tout ça. Donc, c'est toute une sorte de baisse de performance qui est dommage parce que la connaissance, elle est là, mais c'est juste un manque de niveau de confiance. Fait que c'est sûr que ça vous indique qu'il faudra travailler là-dessus. Puis c'est pas non justifié, là. Il y a quelque chose derrière. Est-ce que c'est un sentiment de sécurité? Est-ce que c'est la conséquence de l'erreur qui fait peur? Mais il faut renforcer le fait que la connaissance, elle est là. L'autre grave erreur dans le rouge, c'est la certitude erronée. Ça le dit, j'étais certain, puis ça, on le voit beaucoup, là. Qu'est-ce que vous devez faire? Puis là, ah, je suis sûre que j'ai la bonne réponse, mais là, c'est ma certitude erronée. Donc, c'est la personne qui pensait le savoir, mais qui ne l'a pas bien. Donc, ça, c'est des erreurs qui peuvent être quand même assez graves. C'est aussi de la mauvaise connaissance qui circule dans les équipes parce que là, les autres vont peut-être coacher, dire aux autres, oui, oui, c'est comme ça que ça fonctionne, je l'ai toujours fait comme ça. Puis ça, on le voit souvent, plus que les gens ont de l'expérience de travail, plus ils sont loin un peu de leur bonne méthode qu'ils ont appris, puis ils se sont inventés un peu leur propre méthode de faire les choses, leur propre compréhension, mais on voit les certitudes erronées quand même augmenter. Donc, ça va être important d'analyser le niveau de confiance, donc en corrélation avec mon niveau de connaissance, puis d'y aller avec les différents sujets aussi pour interpréter. Fait que le niveau de confiance, c'est la moyenne des petits bonhommes sourires, là, 25, 50, 75, 100% qu'on transforme là, de ces bonhommes-là. Puis ce qu'on veut, c'est qu'on soit aligné dans le vert, ou si on est désaligné, mais c'est lequel le plus haut? Parce que si c'est mon niveau de confiance le plus haut, je suis trop confiant, mais c'est en soi être c'est pas trop confiant, c'est trop confiant par rapport à ma connaissance. Donc, je fais des erreurs, puis je le sais pas, c'est très grave. Puis s'il est très bas par rapport à ma connaissance, ben c'est vraiment de renforcer le sentiment d'efficacité personnelle. Puis ça, c'est du bonbon pour les coachs, parce que c'est là-dessus qu'on va vouloir qu'ils viennent retravailler, puis travailler avec les gens et tout ça. Fait qu'un coach qui a accès à des données, ben, il va pouvoir identifier les endroits où la connaissance, confiance sont désalignés. Fait que ça, c'est des questions qu'on a souvent. Je regarde le temps filer, mais le reste, sinon, tu sais, ça fait du sens. Donc, les tendances, ben, on a les séquences en bas en numéro, mais vous pouvez venir mettre votre souris par-dessus pour voir c'est quoi la séquence. Puis là, on fait la moyenne pour cette séquence-là pour avoir le résultat dans le temps. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez toujours filtrer, là, je ne sais pas si ça va toujours fonctionner, mais vous avez les différents filtres pour aller
creuser un petit peu plus loin. Donc, si je viens sélectionner difficile ici, ah bon, j'en ai pas. Je pense que c'est pas tout, c'est une démo, là, vous voyez bien. Mais si je veux voir mes questions, ben, ici, ça fonctionne. Juste les questions moyennes, ben, ça va juste prendre les questions de niveau de difficulté moyenne puis venir me les afficher. Donc, comme ça, je peux aller un peu creuser plus loin. C'est un peu à ce niveau-là que je voulais vous présenter. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires sur certaines données qui sont affichées, qui sont peut-être moins claires pour vous. Il y a tellement d'indicateurs, on peut prendre le temps. Puis comme je vous disais, sinon, si on n'a pas le temps, puis vous avez des questions vraiment par rapport à votre programme, faites-nous signe. Mais l'idée, c'est je pars avec une question parce que moi, je ne connais pas ce programme-là. J'arrive, Salesforce. Est-ce que les données vont me parler sans que je me pose de questions? Non. Mais si je regarde ça, puis je me dis, OK, j'ai peut-être une session de pratique à venir planifier, mais je ne sais pas sur quel sujet. Je vais aller voir. Dans ma pratique, les gens sont capables de mettre en pratique quels éléments de ma tâche. Puis là, ben, hop, suivre une opportunité dans Salesforce, 43% mentionnent qu'ils ne sont pas capables de le compléter. Ben, ça va être là-dessus que je vais faire ma session de la semaine prochaine. J'avais une décision à prendre sur quoi va porter ma session de Q&A. Ben, ma réponse, je vais aller la chercher dans B12, puis je planifie ma session. Fait qu'en ayant ces questions-là déjà d'avance, cette grille d'analyse-là déjà en tête, ben, c'est beaucoup plus facile versus se dire que me disent les données, là, puis y aller un peu à l'inverse. Voilà, j'aimerais ça voir vos commentaires, comment vous voyez ça. Est-ce que ça vous parle? C'est proche de ce que vous faites déjà? Ça Il y inspire avait des la nouvelles question, idées? il y Oui, y avait la a-t-il une question, question? ouais, il y avait une question d'Isabelle, puis je veux juste compléter sur le niveau de Ouais, confiance parce que souvent, oui. on fait pas le lien. La première chose, là, puis on en a parlé tantôt, on va avoir un webinaire là-dessus complet avec, on va vraiment pousser la note. Mais juste pour vous montrer, là, dans la petite image que j'ai mis dans le fond, plus la science en arrière puis la psychologie, là, c'est vraiment un état d'esprit, dans le fond, de dire, parfait, les émotions, mon sentiment de sécurité va impacter ma décision au bout de la ligne. C'est là que ça vient jouer. Fait que c'est pour ça que c'est un prédicteur au niveau de la performance sur le terrain en termes d'hésitation. Puis les données qu'on a actuellement sont complètement folles sur ce point-là. Parce que c'est à peu près, sur 1 million de données au niveau du niveau de confiance, on a 20% qui sont des certitudes erronées. C'est majeur pour les business. On peut calculer ça en coût. C'est complètement fou. Puis on a énormément d'hésitation aussi. Ça fait 40% dans B12 de ce qu'on veut corriger. Juste cette donnée-là, là, mettons qu'on enlève tout le reste, on a un impact majeur en termes de ROI, en termes de ce qu'on veut démontrer puis ce qu'on veut amener. Fait que c'est pour ça que des fois, quand on parle de simplifier aussi, on le ramène sur cette donnée-là qui est unique. Isabelle, pour répondre à ta question en l'espace d'à peu près 3 secondes, là, puis si j'enlève toute la théorie, slide, whatever, là, la façon dont moi je me positionne, mettons, là, c'est vraiment en consultant de performance. Ça commence de cette façon-là, puis je vais aller vers mon client, dans le fond, pour lui me poser la question un petit peu de. Je le laisse parler énormément par rapport à, tu sais, ça va être quoi l'enjeu? Puis je vous donne un exemple. Hier, j'avais une équipe qui était au niveau AWS qui était vraiment sur, par exemple, puis là, ils développent un nouveau programme de formation. Tu sais, c'est l'équipe de formation qui développe ça, 150 personnes au niveau technologie. On n'aura pas un problème de connaissance, c'est sûr et certain. La connaissance, elle est là. Ils vont pouvoir pratiquer. On n'aura pas un niveau de pratique. On va avoir un niveau de pratique, mais ça ne sera pas là que ça va jouer non plus. C'est vraiment dans l'adoption. On est vraiment dans la compréhension du pourquoi du changement. Fait que je vais vraiment pogner, dans le fond, le morceau le plus important qui va parler à mon client au bout de la ligne. Ça, c'est ma première chose. Dans d'autres cas, ça va être la connaissance. Je le sais que ça va être des erreurs. Je sais que c'est là que ça bloque. Dans d'autres cas, ça va être la pratique. Je sais qu'ils ne mettent pas en pratique. Fait que tu vois, je vais essayer de trouver, dans le fond, vraiment la variable la plus importante. Fait que ça, c'est un. Mais des fois, je ne le sais pas du tout. Fait que c'est là que je peux utiliser B12 aussi en pré-test. C'est là que je peux aller chercher de la donnée en amont qui va me nourrir aussi pour valider mes hypothèses puis complètement changer la donne. Parce que ce qu'on se rend compte des fois, c'est que notre client, il ne le sait pas non plus. Nous, on ne le sait pas non plus. Fait qu'on a un travail un peu, petit, je le disais à Julie cette semaine, on est un peu comme des inspecteurs, un peu je ne dirais jamais dire la prétention qu'on est comme des médecins, là, c'est vraiment pas ça, mais il faut, dans le fond, allumer les lumières vertes
fermer des lumières aussi, puis que ça vienne cliquer en termes de ce qu'on a besoin d'aller chercher. Fait que tout simple, mes erreurs, mes indications, puis je décolle comme ça, puis vraiment, ben, il faut le devenir. On a plein de ressources en ce moment pour ça, Isabelle. Fait que je te dirais que le moment où tu trouves ce qui va intéresser le client, sans parler de performance ou autre, puis ce qui va lui parler, une affaire, pas 20, une chose qui va l'aider au bout de la ligne, que vous soyez sa boussole, c'est ça qui va faire la différence. Puis des fois, c'est même pas dans ce qui nous fait triper, puis c'est là qu'il faut faire attention. Dans certains cas, c'est la diminution du stress qui est le facteur numéro 1. Puis ça, de plus en plus, on le voit aussi. On parle que B12, c'est un safe spot. Mais ça se peut que B12, au-delà de la performance, puis on est beaucoup orienté là-dessus, mais ça se peut que le premier point puis l'indicateur, c'est qu'on veut que les gens soufflent, les gens prennent le temps, dans le fond, d'être bons. Puis là, ça va être ça, ma mesure, au bout de la ligne, qui va me permettre de dire, hey, regarde, c'est ça qu'on a réalisé. Fait que ça n'a pas besoin d'être compliqué. Mais vraiment, il faut trouver ce qui va intéresser notre client, c'est la première chose. Merci. La boussole, ouais, ça sort. Des fois, ça sent. Je suis poète Ouais, aujourd'hui. super. Métaphore. Ça répond-tu, Isabelle? Puis je vous recommande fortement, je suis en Oui. train, le livre le nouveau livre de Will Timer, que d'ailleurs, c'est le fun parce que je travaille avec lui en ce moment. Fait que ça, on n'en parle pas beaucoup, mais on va avoir des petites choses à vous présenter. Son nouveau livre sur vraiment comment parler aux dirigeants, comment parler aux donneurs d'ordre est fabuleux, je vous le dis. C'est drôle parce que je lui posais exactement la même question que toi, Isabelle, hier sur ça. Puis clairement, c'est la priorité, c'est de dire laisse-les parler beaucoup, puis il faut que dans ton cerveau, toi, tu trouves le point important. Pas toi, ce qui va te faire triper, mais ce qui va parler le plus à la personne. Puis là, je ne parle même pas de B12, c'est vraiment ça qui va. Octavio, je ne sais pas si on va le voir, là, c'est CEO, Guide to Training, E-Learning and Work. Fait que c'est fabuleux. Tous les concepteurs pédagogiques devraient avoir une copie de ce livre-là. Je n'ai aucune redevance. Mais la façon comment il est bâti, comment il est créé, c'est comme ça détruit tous les mythes, ça démontre à quel point on a fait, excusez, mais des choses stupides dans le passé, puis qu'on se dit, OK, il faut changer. Bref, mais ça amène cette crédibilité-là au niveau de comment on peut l'amener chez nos clients. C'est le fun. D'autres questions? On est Oui, y là, avait-tu on d'autres peut prendre du temps en questions? plus. Là, Ça je sais qu'on finit, là, peut. mais moi, je suis dispo, Oui. là, puis je pense que Julie aussi, là, fait qu'on peut prendre 10 minutes s'il y en a qui ont des questions plus spécifiques, puis ouais, pour la prospérité, merci. Mais sinon, vous pouvez y aller. On avait booké 45 minutes. On a dépassé un petit peu. Vos agendas sont bien chargés. Mais si vous voulez rester, vous avez des questions. Puis sinon, ben, écrivez-nous, là. On aime bien avoir vos nouvelles puis jaser avec vous. Fait que n'hésitez pas. Mais merci d'avoir été là. J'espère que ça répondait à vos attentes et à vos questions. Donc, super, merci. Merci Corinne. Je vois les noms passer là, rapidement. Elisabeth, allô. Bravo encore pour le J'ai oublié, allez, Brandon Hall, je voulais Elisabeth. chicaner la taxonomie de Bloom, ça sera pour une prochaine fois. Fait que Ah oui, c'est vrai. je Non, vous c'est ai un autre juste, sujet, là. Ouais. je vous ai juste, Ouais. Un gros merci. Merci, merci Bonne Zénab. journée. Zénab. Merci beaucoup. Oui, merci Bye. beaucoup. Bonne journée. Bye bye. On devrait faire venir Will la prochaine fois aussi. Il pourrait venir nous parler.